Eh bien, bonsoir à tous, ravi d'être avec vous pour cette dernière table ronde de la journée. On a pris un peu de retard, on va essayer d'être concis. On va aborder les enjeux, des enjeux importants, et puis après on va beaucoup parler des solutions, parce que les solutions, vous les avez en vous. Il y a des acteurs importants aujourd'hui qui peuvent vous aider à consommer mieux et à consommer de manière responsable vos produits qui intègrent du bois pour éviter la déforestation. Alors, on va se poser plusieurs questions. On parle d'une déforestation de plus en plus rapide aujourd'hui. Quels sont nos achats qui sont impactés par la déforestation? Quels sont les gestes à adopter? Comment pouvons-nous être aidés par des labels, vous allez le voir, par des certifications? Sont-ils fiables? Sont-ils suffisamment armés? Et surtout, comment s'y retrouver dans ce grand marché du bois où la transparence n'est pas la première des qualités, il faut bien le dire. Pour en parler, nos invités, ils sont 4. Je vais commencer par vous, mesdames. Emmanuel Grandman, bonjour Emmanuel. Vous êtes biologiste, naturaliste et reporter, vous êtes primatologue et vous avez notamment travaillé sur les orang-outans à Bornéo en Indonésie. On va en reparler. Vous avez écrit de nombreux ouvrages. Il y a Devenir consommateur avec l'huile de palme que je vous invite à devenir consommateur. L'huile de palme, je passe à l'acte, pardon, que je vous invite à découvrir. Il y a Ces forêts qu'on assassine, Nos cousins les primates, ou encore Demain, Seul au monde aux éditions Calmant Lévy. Vous êtes aussi présidente de l'association Awili. Oui, alors plus tout à fait, Ouais. présidente d'honneur, on va dire. Ça fait très longtemps que je travaille avec Renaud Fulconis qui a monté cette association. Qui est un ancien sportif, un aventurier. Voilà, Et qu'est-ce que fait Awili? Alors, l'objectif d'Aweli, c'est justement d'essayer de résoudre les conflits qui existent entre les hommes et les animaux dans les pays du Sud. Parce que vous avez des espèces animales qui sont privées de leur habitat. Les orang-outans en sont un cas, bon, ils ne causent pas trop de conflits, mais le cas le plus connu va être les éléphants qui vont aller dans les villages chercher à manger une nourriture facile. Et comme les villages se rapprochent de plus en plus et grignotent la forêt, les éléphants sont de plus en plus enclins à venir auprès des villageois. Dans les populations. Voilà, et l'idée, c'est de trouver une manière de cohabiter durablement et de travailler avec les populations locales pour qu'elles trouvent, avec l'aide de gens qui connaissent le sujet, des solutions viables sur le long terme. Cohabiter, Voilà. coexister ensemble. Exactement. Avec les animaux. À vos côtés, Julie Marceau. Bonjour Julie. Bonjour. Vous êtes en charge des enjeux autour des forêts chez France Nature Environnement. Tout à fait. FNE, qui est la Fédération française des associations de protection de la nature et de l'environnement. Oui. Combien d'associations? 3500, c'est ça? Un petit peu plus de 3500 associations, un petit peu plus de 850 000 adhérents, entre 850 et 900 000 adhérents sur tout le territoire, que ce soit en métropole ou en outre-mer. Et on intervient à la fois au niveau national pour ce qui est de France Nature Environnement structure, national et européen. Et puis nos fédérations, nos membres interviennent, elles, plutôt sur des enjeux locaux. Ça peut aller sur de grandes régions, mais voilà, on essaye au maximum d'être leur porte-parole dans le cadre de l'élaboration des politiques publiques. On essaye aussi de travailler sur des solutions, des actions concrètes, et puis évidemment d'augmenter la sensibilisation, l'éducation. C'est ce que vous faites en venant aujourd'hui, par exemple, hein? Par exemple. Avec un stand, avec les enfants qui viennent aussi. J'ai vu, il y a une grappe d'enfants cet après-midi. Effectivement, oui. On essaye. Alors, vous dire aussi qu'il y aura un temps d'échange avec des questions. Vous pourrez bien sûr nous poser toutes vos questions pour vous aussi consommer de façon plus responsable. N'hésitez pas à les interpeller en fin de table ronde. À nos côtés, Benoît Jobé-Duval. Bonsoir Benoît. Vous êtes directeur général de l'ATIBT. L'ATIBT, c'est l'Association technique internationale des bois tropicaux. Qu'est-ce que c'est? L'ATIBT, c'est une association assez vénérable puisqu'elle a été fondée dans les années 50. C'était l'époque de la reconstruction européenne. Il y avait besoin de bois. Et donc l'ATIBT, créée à l'initiative de l'OCDE et de la FAO, était focalisée sur le matériau bois. Il fallait un matériau de la matière première. Bon, avec les années, donc, les problématiques ont évolué
Et aujourd'hui, on est toujours sur cette composante technique dont nos adhérents ont besoin, mais aussi, évidemment, on a évolué sur le sourcing du matériau bois tropical d'origine durable. On a évolué, la TIBT a été à l'origine des premiers plans d'aménagement, il y a 25 ans, 23 ans. La TIBT a été extrêmement motrice pour lancer la certification en Afrique, dans le bassin du Congo. Vous intervenez en Afrique, et vous êtes aussi intervenu dans de nombreux pays, Guatemala, le Cambodge, le Mexique, et beaucoup de pays en Afrique. Alors, le cœur du territoire de la TIBT? C'est le bassin du Congo. Hein. C'est l'Europe, le bassin du Congo. Si on avait suffisamment de moyens, ben on interviendrait aussi sur l'Amérique latine, sur l'Indonésie. Mais en fait, c'était essentiellement une association vouée aux pays du bassin du Congo, c'est-à-dire le Cameroun, le Gabon, le Congo-Brazzaville, la République démocratique du Congo, la République centrafricaine et de manière occasionnelle la Côte d'Ivoire. Et enfin, pour compléter cette table ronde, Aurélien Sautière. Bonsoir Aurélien. Bonsoir. Vous êtes directeur exécutif de FSC pour Forest. Alors, pardonnez-moi mon anglais, Stewardship Council, c'est ça? Parfait. Pour le territoire de la France, des forêts pour tous, pour toujours, c'est un organisme de certification de bois. Hein. C'est ça, on est une ONG internationale qui a été fondée en 1994 suite à la conférence de Rio de Janeiro sur l'idée qu'il fallait créer un outil pour préserver les forêts dans le monde. Donc, suite à la conférence de Rio de Janeiro, où on a stabilisé la notion de développement durable, on a une gouvernance à FSC qui reprend les éléments du développement durable avec une on va en reparler, ouais. environnementale, sociale, économique, qui permet donc de trouver des outils collectivement. Je crois que c'est très important cette notion de collectif pour trouver des solutions pour préserver les forêts. Et la solution qui a été envisagée à cette époque et qui est toujours d'actualité, donc c'est la certification des forêts avec des critères dont je pense qu'on va parler tout à l'heure. On va revenir là-dessus. Juste rappeler qu'il y a deux labels principaux, enfin deux certifications principales pour le bois. Il y a FSC et il y a PEFC. PEFC est né en France et un peu plus récemment, en 99. FSC, je crois, est réputé pour être un peu plus drastique sur les règles d'entrée, c'est ça ? C'est vous qui le dites. Oui. J'en suis ravi éventuellement, mais en tout cas, c'est vous qui le dites. Combien vous gérez de forêts dans le monde? Alors, parce que c'est juste pour qu'on comprenne le nombre de forêts que vous avez, mais qu'on comprenne que la tâche, elle est immense. Quand on parle de forêts certifiées. Effectivement. Alors, dans le monde, c'est quand même 200 millions d'hectares de forêts certifiées, dans les milieux tempérés, aussi en milieu tropical évidemment, en milieu boréal, donc dans tous les types de forêts du monde. Mais ça reste en fait très peu, 200 millions, ça peut sembler énorme, mais ça reste très peu sur 4 milliards de forêts dans le monde. On a encore un gros travail à faire. Donc c'est 5% de la forêt aujourd'hui. C'est 5% de la forêt seulement certifiée FSC dans le monde. Donc c'est beaucoup et très peu à la fois. Je crois qu'il faut passer le cap, mais je crois qu'on en reparlera aussi dans cette table ronde. Emmanuel Grundmann, je me tourne vers vous parce que, donc, je l'ai expliqué, vous êtes biologiste, naturaliste et reporter, vous êtes primatologue et vous avez notamment travaillé avec les orang-outans à Bornéo, en Indonésie. Votre premier contact avec les orang-outans, c'était directement relié à la déforestation? Oui, complètement. Quand je suis arrivée, je faisais des études de biologie et plus particulièrement de comportement animal. Et au moment, quand j'ai fait ma thèse, je suis partie à Bornéo pour travailler avec les orang-outans, mais dans un cadre assez particulier puisque c'était dans un centre de réintroduction. Et donc ces jeunes orang-outans en fait, que je suivais en forêt étaient issus du trafic, c'est-à-dire qu'ils avaient été braconnés, leur mère avait été tuée et ils s'apprêtaient à être vendus comme animaux de compagnie, ou ils avaient déjà été vendus, confisqués ensuite par des ONG avec l'aide des autorités. Et le travail de cette ONG, c'était de leur réapprendre à vivre en forêt. Alors pour certains, ils avaient été capturés tout petits, donc le travail était énorme. Et pour moi, c'était de les suivre en forêt et voir comment ils se réacclimataient. Et en fait, ce braconnage est une conséquence directe de la déforestation, puisque plus la forêt recule, moins les orang-outans ont leur habitat. Ils sont complètement dépendants de la forêt. Ils sont en plus
totalement arboricoles, c'est-à-dire qui vivent vraiment dans la partie haute de la forêt. Certains, les gros mâles, descendent de temps en temps à terre, mais l'essentiel du temps, ils le passent en forêt. C'est leur lieu de vie. Voilà. Ils font des nids tous les soirs pour dormir, en haut des arbres. Ils ne mangent quasiment que des fruits, des feuilles, des fleurs. Ils sont totalement dépendants de la forêt. Et donc, ce recul de la forêt, cette exploitation de la forêt, fait que beaucoup d'orang-outans se retrouvent sans domicile et se retrouvent à errer dans des zones déforestées, dans des plantations de palmiers à huile. Et sont braconnés. Alors pour certains, ils sont même braconnés à l'intérieur même de la forêt, puisque plus on trace des pistes à l'intérieur de la forêt, plus elles reculent, plus on a accès à des zones qui autrefois étaient reculées. Et donc évidemment, j'étais confrontée d'emblée à ce problème de la déforestation et qu'on voyait en action, puisque à chaque fois que je retournais en ville pour l'approvisionnement, les soins médicaux, etc., et qu'on revenait en forêt, le temps pour voir la lisière de la forêt était toujours un petit peu plus long, mois après mois et année après année. Et évidemment, survoler la forêt, dans certains cas, ce qu'on a pu faire pour aller relâcher certains gros orang-outans, montrait l'étendue du désastre, où en fait on avait des immenses zones qui avaient été totalement rasées, souvent brûlées, pour faire place nette pour en particulier le palmier à huile. Alors on va juste faire justement avec vous un petit point historique, parce que quand vous m'en avez parlé au téléphone, j'ai trouvé ça incroyable. En fait, cette histoire de l'huile de palme, on en parle énormément en ce moment, c'est très médiatisé, entre autres avec une certaine marque comment on appelle ça, chocolat noisette et Pâte à tartiner, voilà, c'est ça. Mais l'histoire de l'industrie de l'huile de palme, elle a commencé très tôt, et très tôt il y a eu de la déforestation parce qu'il y avait une demande phénoménale. Est-ce que vous pouvez juste nous expliquer, allez, en 2 minutes, qui était cet homme qui a introduit tout ça? C'est vrai que l'histoire de l'huile de palme est fascinante. On l'a connue assez tardivement en fait en Europe. Bon, il y a eu des le premier contact avec l'huile de palme, c'était au moment du commerce triangulaire, donc au moment de l'esclavage, où en fait on donnait sur les bateaux aux esclaves, pour la longue traversée, des fruits du palmier à huile, parce qu'ils sont très riches en vitamines, en caroténoïdes, et ça leur permettait de ne pas avoir le scorbut et de survivre à la longue traversée. Donc ça, c'était le tout premier contact avec le fruit du palmier. Et puis ça a véritablement commencé l'aventure en Europe de ce palmier à huile et du fruit de ce palmier à huile au 19e siècle, avec la révolution industrielle. Et en fait, c'est un certain William Lever qui a véritablement commencé à l'utiliser de manière importante. William Lever, ça me dit quelque chose, le nom Lever. Ouais, Unilever, par exemple. Unilever. Donc, au départ, lui, il a hérité de la savonnerie de son père, et il a eu l'idée de fabriquer des savons qui n'étaient plus coupés à la demande, mais comme les savons qu'on connaît, donc coupés en petits rectangles et emballés individuellement. Et il a commencé à remplacer la matière première par de l'huile de palme. Et la demande, en plus, à l'époque, de savon a explosé du fait de la suie et de voilà, tout révolution industrielle, voilà, révolution industrielle, etc. Et donc l'approvisionnement en huile de palme ne suffisait plus. Alors à cette époque, on récoltait les fruits de palmiers qui étaient dispersés dans la forêt, qui étaient sauvages, entretenus. Enfin, c'était un peu de l'agroforesterie, si on veut. Et donc il a commencé à voir à chercher une solution pour faire les premières plantations. Il a commencé en Afrique, mais à l'époque la situation était déjà pas très stable, et donc ses premières tentatives ont un peu échoué, et il s'est tourné vers l'Asie du Sud-Est, et en particulier l'Indonésie et la Malaisie. Et bon, je fais un très raccourci, mais la première grande plantation, je crois qu'elle a ouvert en 1911, et enfin, c'était grande, toute proportion gardée par rapport aux plantations qu'on peut avoir aujourd'hui. Et les demandes se sont intensifiées. On a utilisé l'huile de palme de plus en plus pour un tas de choses, pour des bougies, alors, juste qu'on comprenne, combien de produits sont construits ou assemblés avec de l'huile de palme? Énormément. Non, mais c'est colossal. C'est colossal. On fait énormément de choses parce qu'en fait, on a le fruit, donc la pulpe, et ensuite on a aussi la graine qu'on appelle plutôt l'huile de palmiste. Et après, il y a tout un tas de dérivés qui sont tirés de ces deux matières. Et on la retrouve dans énormément de choses. Alors ça peut être beaucoup de choses d'ordre alimentaire. Donc c'est à peu près 80% dans un supermarché. On a à peu près une proportion de 80% de produits dans lesquels on a de l'huile de palme. Alors pas forcément de l'huile en tant que telle, mais un de ses dérivés. Donc ça
ça va être les pâtes à tartiner, ça peut être des pizzas, ça peut être des pâtes, ça peut être du lait infantile, ça peut être un tas de choses. Alors après, 19% c'est cosmétiques, détergents, donc dentifrice, shampoing. Ce qu'il faut le dire, c'est une huile qui a des propriétés, elle reste très stable notamment, voilà. c'est ça? Elle est très stable à haute température, elle rancit peu, elle a une jolie couleur. Donc pour tout ce qui est la pâtisserie industrielle, c'est extrêmement intéressant. Et donc après, 19%, il reste 1%, et le 1% restant, c'est l'énergie et les biocarburants. Mais en volume, c'est extrêmement important. Il y a un volume de plus en plus important qui est demandé, notamment en Europe, pour ces agrocarburants, enfin ces biocarburants. Un dernier chiffre justement, Julie, là-dessus, c'est 45%. Vous me l'avez dévoilé, ce chiffre, toujours sur l'huile de palme. C'est quoi ces 45%? Alors, c'était même le chiffre de 2015, et on a aujourd'hui le chiffre de 2017, qui est encore plus important. Mais si on part sur ce chiffre de 45% en 2015 d'huile de palme, importée en France, était utilisée directement dans nos pompes à essence. C'est devenu, en fait, l'utilisation la plus importante maintenant en France de l'huile de palme et dérivés que l'on importe. On a fait une petite étude, nous en début d'année, on a sorti une petite actualité sur l'huile de palme, et en interrogeant, en proposant une liste de 10 produits qui contiennent de l'huile de palme et que l'on ne soupçonne peut-être pas. Alors aujourd'hui, depuis décembre 2014, il y a l'obligation d'indiquer la présence d'huile de palme ou de dérivés dans les produits alimentaires, dans l'alimentation. Mais ce n'est pas le cas encore dans les cosmétiques. Ce n'est pas le cas dans tout un tas de produits, notamment les détergents qui sont très, très nombreux. Les laits infantiles, comme vous l'avez mentionné aussi. Et évidemment, quand on fait le plein à la pompe à essence, personne ne nous indique que notre essence est faite à moitié d'huile de palme. Et d'un autre point de vue, personne ne nous dit qu'en fait, en allant à la pompe à essence, on participe indirectement et involontairement, quelque part, à la déforestation dans le monde. Alors, on va parler justement dans quelques instants de certification, de filières et de labels qui empêchent la déforestation illégale et qui font une gestion responsable et durable des bois, avec Benoît Jobé-Duval et Aurélien Sautière. Juste au-delà de l'huile de palme, pour les consommateurs, dans notre consommation quotidienne, alimentation, vêtements, équipements, technologie, est-ce que l'on est capable d'estimer l'ampleur des produits qui induisent directement ou indirectement une déforestation? Julie Marceau, de France Nature Environnement. Aujourd'hui, la réponse est non. On est incapable de retracer la part de déforestation que l'on importe par kilo de viande consommée, par kilo de détergent utilisé ou litre de détergent. J'ai découvert par exemple qu'en mangeant du bœuf, on pouvait induire de la déforestation. Effectivement, alors là, la commodité, ce qui s'appelle une commodité impliquée dans la déforestation ou responsable de déforestation, cette fois ne sera pas l'huile de palme, ce sera plutôt le soja, que l'on cultive à très large échelle, notamment dans le bassin amazonien et en particulier au Brésil, pour être destiné principalement à alimenter notre bétail. Nos volailles, nos porcs, aujourd'hui, sont bourrés d'huile de palme, de soja. Et sur ce soja que l'on importe, il faut savoir que 70% du soja qu'on importe en France est du soja OGM. Et aujourd'hui, aucun étiquetage ne permet de savoir si la viande que l'on consomme a été nourrie avec du soja OGM ou a été nourrie avec d'autres produits, soja ou non soja, non OGM. Donc, du bœuf, viande, le cuir, donc les vêtements en cuir. On arrête d'acheter des vêtements en cuir, qu'est-ce qu'on fait? du soja, des emballages carton, des produits, l'huile de palme, le cacao aussi. Oui. Cacao, EVA, café. Malheureusement, la liste des commodités agricoles, donc des produits ou sous-produits d'origine agricole qui sont responsables directement ou indirectement de déforestation, elle est extrêmement longue et on en a une connaissance très partielle à la fois sur les volumes, sur
le financement, en fait, les importations en dollars ou en euros, et aussi sur les moyens de faire face et de prendre des décisions de consommateurs en connaissance de cause pour éviter, réduire ou éventuellement compenser cette consommation dont personne ne souhaite qu'elle soit responsable de déforestation, mais aujourd'hui, les faits sont là. Aurélien Sautière de FSC France, vous l'avez dit, FSC c'est une ONG, c'est un organisme de certification qui est né juste après la conférence de l'ONU en 93-94, c'est ça ? 94, oui. Quelle est la valeur de cette certification qu'on retrouve sur de nombreux produits ou sur les cartons, hein? C'est un logo, c'est un label. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce label? Oui, alors en fait, vous allez retrouver donc la certification FSC, le label FSC sur les produits. Donc ça va être tous les produits papier, bois, carton et même certains produits issus de la forêt qu'on appelle des produits non ligneux mais qui viennent de forêts certifiées FSC. Avec ce label, ça vous garantit que ça vient de forêts certifiées FSC. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a toute une chaîne de traçabilité qui s'organise hein, du distributeur jusqu'au gestionnaire forestier. Et au niveau du gestionnaire forestier, on a un cahier des charges qui impose, même si c'est volontaire, puisque le gestionnaire forestier peut volontairement entrer dans la certification FSC, mais s'il y rentre, il est imposé par ce référentiel qui prend en compte des critères environnementaux, sociaux et aussi économiques. Par exemple, dans le cas des forêts tropicales, on doit aller voir les populations pygmées. Avant de mettre en place un plan de gestion, définir les lieux dans lesquels ils ont des lieux sacrés pour savoir si on a le droit d'y aller, parce que c'est des lieux sacrés, on ne peut pas y aller tant qu'on n'est pas pygmé. Donc il faut pouvoir définir ces zones-là avec eux, il faut le faire avec eux. C'est pour ça que je parlais encore une fois de collectif dès le début, dès la gouvernance d'FSC. C'est essentiel pour pouvoir faire ce travail. En France, il faut laisser tout le bois mort sur le sol. Pourquoi il faut laisser le bois mort? Parce que ça nourrit évidemment le sol, mais on oublie aussi que le bois mort, c'est une denrée très appréciée des coléoptères. Et les coléoptères, ils sont très appréciés, leurs larves sont très appréciées par les oiseaux. Et en France, je reste un petit peu sur la France très rapidement, on s'éloigne un petit peu du... Oui, parce que vous avez, en fait, qu'on comprenne bien, le FSC, c'est une organisation mondiale, mais il y a des critères et des certificats, enfin des référentiels qui sont différents selon les pays, parce que les enjeux ne sont pas les mêmes. En France... Alors, on a un référentiel international avec 20 principes et 75 critères qui sont les mêmes partout dans le monde. Après, il va y avoir une adaptation en discussion avec les parties prenantes. France Nature Environnement faisait partie de la discussion, WWF également, et puis des représentants, par exemple, du SNUFEN, qui est le syndicat majoritaire de l'ONF, sur la chambre sociale, sur la question des droits des travailleurs, et également des entreprises comme par exemple International Paper qui produit du papier. Les trois, ensemble, discutent effectivement de ce référentiel et des adaptations nécessaires à notre pays. On ne fait pas de la gestion forestière en France comme on le fait dans le bassin du Congo, donc il faut bien pouvoir adapter sur certains critères. Et l'exemple du bois mort, effectivement, c'est sur le référentiel français de FSC. Et pour revenir à mes petites bêtes et à mes petits coléoptères, ça permet quand même d'aller nourrir donc ces pics, par exemple des pics noirs qui sont des espèces menacées en France. On oublie aussi qu'en France aussi il y a des enjeux environnementaux et de biodiversité très forts, dans le bassin du Congo évidemment, mais aussi en France avec le pic ou les chauves-souris aussi qui ont besoin d'avoir des arbres habitats, qui ont besoin d'avoir de la diversité dans les forêts pour elles-mêmes pouvoir y vivre de façon décente. Et avoir un véritable écosystème qui marche, qui fonctionne et qui est durable. Benoît Jobé-Duval, je suis propriétaire forestier au Congo. Quelles sont les clés d'entrée, quels sont les critères pour intégrer la TIBT? Alors, si vous êtes propriétaire forestier au Congo, c'est que vous êtes l'État. Donc les forêts du bassin du Congo n'appartiennent qu'aux États. Je suis le président du Congo. Hein si vous êtes le président du Congo et que vous êtes le propriétaire de la forêt, ça pose un problème quand même aussi. Mais bon, c'est l'État qui est propriétaire de toute la forêt. C'est l'État. Et ça, c'est très important à savoir parce que lorsqu'on fait de la gestion forestière, donc les sociétés, les opérateurs travaillent dans le bassin du Congo, ils sont en contrat avec l'État. Donc les concessionnaires sont des gens qui ont des contrats avec les États par lequel contrat, pendant 25 ans renouvelables, ils vont avoir donc à gérer des forêts, mais ils vont avoir à payer des taxes, ils vont avoir une véritable délégation de services publics parce qu'ils opèrent dans des régions qui sont fort éloignées de tout. Déjà, même un pays comme le Gabon qui est relativement riche, 1,5 million d'habitants, vous savez, dès que vous vous éloignez de la ville,
il n'y a plus de dispensaires, il n'y a plus de structures, il y en a très très peu. Il y en aura dans les petites villes de province, il y en aura dans les sous-préfectures, dans les préfectures, mais les concessions, elles sont complètement à l'écart de tous ces... elles sont loin. Et parfois, même si en kilomètres, c'est pas grand-chose, c'est toujours des heures de voiture et des bourbiers. Bon, les sociétés ont une délégation de service public avec à leur charge des actions sur le plan sanitaire, des dispensaires, des hôpitaux, l'enseignement, l'accès à l'eau potable, le logement. Et toutes ces dispositions qui sont, on va dire, qui sont inscrites dans le contrat avec les États ne vont faire que se renforcer et que se compléter lorsque ces sociétés vont accéder à la certification. Donc vous aurez un niveau de légalité minimal, on l'espère, et puis ensuite les sociétés vont vers la certification et ne vont faire que renforcer tout ce côté social et environnemental. Alors une question de néophyte, de quelqu'un qui n'y connaît rien mais qui a besoin de comprendre. Qu'est-ce qu'on entend derrière une gestion responsable de la forêt? Ça veut dire quoi aujourd'hui quand on parle de gestion pérenne et responsable pour la forêt? Je visualise la forêt devant moi. Alors, allô, Benoît ouais. Jobé-Duval. Ouais. Alors d'abord, la gestion durable, c'est un élément de base, c'est consommer moins que ce que la forêt va produire. D'accord? Donc c'est savoir, au travers d'un plan d'aménagement, faire un inventaire de la ressource, programmer une gestion de cette ressource et définir donc des diamètres minimums d'exploitation et définir un nombre d'espèces sur lesquelles on va centrer son exploitation. Juste un chiffre, s'il fallait retenir juste par rapport à cette question de la gestion durable, l'extraction de bois dans une forêt, même pas FSC, mais une société sous contrat avec l'État, c'est 1 à 2 arbres hectares tous les 25 ans. Ça, c'est sur le papier ou c'est vraiment avéré? C'est la réalité. C'est la réalité. Ensuite, vous avez ceux qui vont sortir du cadre du contrat avec l'État, sortir du cadre du plan d'aménagement et qui vont se permettre un certain nombre de libertés. Et là, on commence à rentrer dans l'illégalité. Le marché illégal, il est important en Afrique, dans ces pays-là? Illégal? Illégal. Oui, illégal. Ben, malheureusement, oui. Alors quand on demande qu'est-ce que vous considérez, quel est le taux d'illégalité, bon, ben, les gens, ça se balade entre 15 et 30%. Ça dépend des régions, ça dépend des pays, ça dépend du niveau de corruption qu'on rencontre dans le pays ou dans la région. Mais voilà. Mais ensuite, il faut savoir que cette notion d'illégalité, elle n'est pas forcément la même dans tous les pays. Aujourd'hui, dans le cadre du FLEGT, hein, qui est le règlement, cet ensemble de dispositions légales que l'Europe impose aux pays fournisseurs, enfin, on va dire impose, est en train de construire avec les pays fournisseurs, la définition de l'illégalité commence lorsque le chauffeur du grumier n'a pas son permis de conduire quand même. Hein. Bon. Donc ça, c'est un niveau d'illégalité quand même, on va dire, qui est relativement bénin. Et ensuite, l'illégalité maximale, c'est aller extraire du bois dans un parc naturel, ne pas respecter le plan d'aménagement, aller voler du bois à côté, exploiter des essences donc protégées comme le Kevazingo dont on a parlé ce matin, etc. Aurélien, au sein de FSC, dont l'organisation est déclinée dans chaque pays et où la certification est présente, vous l'avez dit, pour faire évoluer les mentalités et trouver des consensus, il y a 3 chambres. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est le système de partage entre ces 3 chambres? Quelles sont-elles et qu'est-ce qui va guider vos discussions? Oui, donc c'est effectivement dès la création d'FSC, hein, c'est vraiment cette logique d'être dans une logique de discussion et de débat dans notre organisation. Je crois qu'il n'y a pas une seule organisation malheureusement qui a la solution à la déforestation. Donc il faut jouer collectif. Donc effectivement, on a une chambre environnementale, une chambre sociale et une chambre économique. Ça veut dire dans la chambre environnementale des grandes organisations type Greenpeace, WWF, France Nature Environnement pour la France, la LPO aussi en France qui est adhérente à FSC France.
une chambre sociale avec des syndicats, des représentants de populations autochtones, pas pour la France, parce qu'on n'est pas encore présent en Guyane, mais en métropole pour FSC France, mais dans d'autres FSC Julie nous parlera de la Guyane tout à l'heure aussi, avec des questions à poser. Et puis une chambre économique dans laquelle on retrouve concrètement les opérateurs, parce qu'il faut aussi pouvoir les intégrer dans le processus. L'idée, quand on parle d'opérateurs, on pense à qui ? Les gestionnaires forestiers, alors pour la France, ça va être, on va en avoir plusieurs. Par exemple, on a un gestionnaire forestier qui s'appelle le GGRFB, qui est une association de gestionnaires privés qui s'est associée à la ville d'Autun et au parc de Bibracte, qui est un parc de fouilles, archéologique de Bibracte. On a également l'Agence des espaces verts d'Île-de-France en France, qui est donc l'organisation qui, pour le compte du Conseil régional d'Île-de-France, gère les forêts autour de l'Île-de-France, avec des enjeux très forts d'ailleurs sur l'Île-de-France, parce que ça pose la question du rapport entre urbain et gestionnaire forestier. Un urbain ne comprend pas forcément pourquoi des fois il faut couper un arbre. Pourtant, ce même urbain, il est très heureux d'avoir une table en bois à la maison, plutôt qu'une table en plastique. Donc ça aussi, la certification FSC, l'objectif, c'est aussi d'ouvrir ce dialogue entre les différents mondes, de permettre à chacun de se comprendre. Et finalement, on retombe assez bien sur nos pattes quand on arrive à se parler. Et ça, c'est un enjeu aussi très fort. Donc on a aussi des enjeux sociaux et pas que environnementaux. Je parlais tout à l'heure des pygmées. On peut aussi parler de ces enjeux sociaux sur le territoire français. Donc chaque chambre sociale, environnementale, économique va échanger, va discuter. Mais du coup, ça peut mettre un temps monumental pour aboutir à Alors moi j'ai une phrase toute simple, c'est que tout seul on va très vite et ensemble on va très loin. Alors bon, c'est facile comme ça, mais j'y crois vraiment en fait. C'est-à-dire que tout seul, oui, on peut aller très vite. On peut Je dis ça parce que de l'autre côté, il y a une urgence de la situation. Oui, mais il y a une urgence, certes, mais dans l'urgence, on peut faire beaucoup de bêtises. Alors peut-être que ça sera de plus en plus urgent et qu'on fera de plus en plus de bêtises. ça peut être un choix aussi de société. Je suis assez convaincu qu'en fait, on n'a pas le choix. Le seul choix possible, c'est le dialogue, d'une manière ou d'une autre, avec toutes les parties prenantes. Et il y a des engagements concrets, on en reviendra tout à l'heure avec le groupe Carrefour, je crois, qui a prévu à horizon 2020 de faire avancer les choses. Julie, Emmanuel, vous connaissez bien ces certifications, le FSC, le PEFC, pour travailler avec elles. Est-ce qu'elles ont réellement un impact sur ces métiers et sur la filière bois ? Alors, nous, on considère qu'elles ont un réel impact sur les opérateurs, qu'il est important qu'elles en aient un. En fait, c'est bien leur raison d'être et il en va aussi de leur crédibilité. Après, évidemment, en tant que fédération d'associations de protection de la nature, on a des exigences en termes de crédibilité, en termes de garanties associées au respect des exigences, principes et critères de ces labels de certification, l'un comme l'autre. Et après, aujourd'hui, ils traitent principalement la question de la gestion forestière, de la certification de la gestion forestière. Aujourd'hui, il existe des labels concernant quelques produits agricoles dont on sait qu'ils sont responsables de déforestation, que ce soit l'huile de palme, que ce soit le soja. On a aussi des référentiels sur la durabilité du cacao. Aujourd'hui, malheureusement, de notre point de vue, clairement, le compte n'y est pas sur ces systèmes de certification. Sur l'ensemble des produits. Voilà, sur l'ensemble des produits. Et ça, en fait, c'est un problème qui est revendiqué sur lequel on a alerté en tant qu'association de protection de la nature depuis des années, voire des décennies. Mais aujourd'hui, en fait, on n'est plus les seuls à alerter là-dessus et à se rendre compte que ces systèmes de certification de produits agricoles liés à la déforestation ne sont pas suffisants pour garantir le respect d'un certain nombre d'exigences, qu'elles soient environnementales ou sociales. Et c'est reconnu au niveau du Parlement européen, c'est reconnu au niveau de l'État français. Maintenant, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant, en fait ? Emmanuel, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur ces certifications et sur ce qu'elles peuvent amener aussi sur ces marchés-là ?
Oui, c'est vrai que pour aller dans le même sens, le FSC, pour avoir été dans des concessions FSC, notamment avec les pygmées Baka au Cameroun, on voit qu'il y a vraiment, c'est très strict, il y a un vrai travail avec les populations et c'est une certification qui est vraiment très exigeante. Et donc quand vous achetez un produit, alors ça peut être aussi issu de bois européens, ou de forêts tempérées ou nordiques, là vous avez une véritable garantie puisque le certificat, et c'est quelque chose de solide auquel on peut se fier. Et c'est vrai que par exemple pour l'huile de palme, ce qui existe à l'heure actuelle et qui est parfois apposé sur plein de produits, notamment alimentaires, ça n'a aucune valeur parce que la fameuse table ronde sur l'huile de palme durable a certes des critères mais qui sont très peu restrictifs pour l'instant. Alors il y a une pression qui va dans le sens de renforcer ces critères, mais pour l'instant il n'existe pas d'huile de palme durable et c'est vrai aussi pour d'autres produits justement agricoles où là on a un véritable manque. Ma question pour ces labels et pour la TIBT aussi, c'est où est-ce que vous placez le curseur? Qu'est-ce qui va prédominer? On aurait tendance à croire que c'est quand même l'exploitation économique qui prime. Est-ce qu'on peut imaginer réduire la voilure en termes de déforestation et vraiment réduire la voilure pour garder nos forêts plus pérennes? Est-ce que c'est quelque chose de possible aujourd'hui ou clairement les différents acteurs ne sont pas prêts à l'entendre? Alors, réduire la voilure, parfois le système FSC nous y mène. C'était le cas depuis l'Assemblée générale de Séville avec la fameuse motion 65 sur les paysages forestiers intacts. Mais où la mise en conservation additionnelle exigée aux sociétés certifiées était, on va dire, dans certains cas, était impossible à appliquer parce que ça mettait en cause, ça mettait en péril la viabilité de certaines entreprises. Alors les entreprises disaient oui pour mettre en conservation certaines zones en addition. Il faut savoir que dans le système FSC, déjà, vous avez en conservation un minimum de 10% de votre concession. Et ça, lorsque la motion 65 a été votée, beaucoup de gens du FSC qui sont allés se déplacer dans le bassin du Congo n'avaient pas saisi que ces séries de conservation déjà comportaient, étaient déjà une réalité. 10 jusqu'à 18% dans certaines sociétés, donc ce n'est pas rien. Alors, on est en train de travailler avec le FSC pour une application raisonnable de cette motion 65 et assortie de mesures pour atténuer davantage encore l'effet de l'exploitation. C'est ce qu'on appelle les EFIR, l'exploitation à faible impact. Et là aussi, on arrive à réduire considérablement, on va dire, la largeur des routes, l'impact lié aux pistes de débardage, les problèmes liés au ravinement, la fermeture des routes est rendue plus exigeante, etc. Quand vous parlez de la fermeture des routes, c'est qu'on a exploité une partie de la forêt, on referme la route pour que la nature reprenne ses droits. Exactement. Parce que vous avez, si vous planifiez mal votre programme au fil des années, vous pouvez avoir un réseau routier qui va être dense ou beaucoup moins dense. C'est à vous d'être intelligent et de savoir quoi préserver, quoi conserver comme axe routier, quoi fermer. Donc il faut parfaitement planifier vos pistes principales, vos pistes secondaires, vos pistes de débardage et avoir au final sur le paysage un impact le plus faible possible. Alors juste avant de parler des solutions, pour donner des solutions concrètes aux consommateurs, j'allais dire, pour qu'ils deviennent des consommateurs, ils le sont déjà, j'imagine, s'ils viennent à cet événement, c'est qu'ils sont déjà probablement sensibilisés à ces enjeux. On va juste parler du plan de zéro déforestation importé qui a été mis en place notamment par Nicolas Hulot. Il avait tiré un petit peu la sonnette d'alarme l'an dernier. En quoi ça consiste et est-ce qu'il a réussi à le faire passer, ce plan, Aurélien, de FSC? Alors, c'est en cours. C'est en cours. On espère que ça sortira un jour. Qu'on comprenne bien déjà c'est quoi?
Alors le plan zéro déforestation, en gros, c'est de dire la déforestation ne se joue pas forcément dans notre pays. Par contre, en termes de consommation, on a un impact énorme. C'est-à-dire qu'on en parlait tout à l'heure avec l'huile de palme, le soja, mais aussi sur les produits forestiers. Donc en tant que consommateur, nous, on a un vrai rôle à jouer. Et donc Nicolas Hulot, en tant que ministre de l'Environnement, mais je ne vais pas parler pour lui, souhaite mettre en place un plan zéro déforestation. Alors ça, c'est le travail qui est fait au niveau ministériel avec toutes les difficultés qu'il peut y avoir, parce qu'on disait qu'on avait du mal, ça je le découvre hein, sur cette table ronde, qu'on avait du mal à définir finalement l'impact déforestation de chacun de nos produits. Donc ça, j'imagine que ça doit être une première difficulté technique. Et puis il y a des difficultés liées au fait qu'il y a des forces qui ne souhaitent peut-être pas forcément ça. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est quand même, on a l'État, mais il y a aussi des acteurs qui travaillent dessus. Je pense le WWF qui travaille beaucoup sur cette question du zéro déforestation et qui essaye, en tout cas qui arrive d'ailleurs sur certains acteurs à les entraîner avec des plans zéro déforestation, comme par exemple Carrefour qui a un plan zéro déforestation. Il travaille sur l'huile de palme, le soja, le bœuf d'Amérique latine et la certification FSC aussi, qui est un des piliers de leur plan zéro déforestation. Mais effectivement, on en est encore au balbutiement. Je pense qu'au-delà des questions techniques, on a aussi des questions politiques derrière. Et je crois que la question, c'est la question du consommateur. C'est-à-dire qu'il faut vraiment une prise de conscience du consommateur maintenant. Je ne sais pas si on va en parler dans ce débat-là, mais je pense que c'est aussi le fait d'accepter de payer plus cher. Je crois que ça, c'est vraiment un message très important. Il faut maintenant qu'on accepte de payer plus cher et d'en acheter moins. Et ça, c'est vraiment la clé, à mon avis, de notre présent ou de notre futur. C'est un mouvement qui s'enclenche. Il y a des études qui montrent qu'on consomme moins en volume, mais plus en valeur. Ça, c'est génial. Il faut qu'on accélère là-dessus, vraiment. On arrive à le faire sur l'alimentation, on voit que ça marche et qu'on n'est pas moins bien portant, au contraire. Emmanuel Grandman, là-dessus, j'avais une question parce que nous, quand on consomme au quotidien, la première chose qu'on regarde souvent, et c'est bien normal, à la fin du mois, qu'on doit rendre compte, c'est aussi le prix. Parlez-moi de l'exemple du tech, ce qui peut se faire. Emmanuel Grandman, le micro va arriver. Ouais. C'est bon. C'est parfait. Oui, quand on en avait discuté, je prenais l'exemple du mobilier de jardin qui, pendant des années, fleurissait sur toutes les affiches l'été venu à des prix défiant toute concurrence. Mais en fait, pour beaucoup, c'était des arbres qui étaient coupés avant d'être matures et qui, un été passé, de toute façon, c'était bon, vous pouvez le jeter à la poubelle. Et donc c'est un désastre écologique pour la forêt voilà. Et en plus, on ne s'y retrouvait pas en qualité. Exactement. Donc en fait, quelque part, c'est ce qu'on appelle aussi de l'obsolescence programmée pour d'autres objets. Et c'est vrai que vous allez peut-être le payer un petit peu plus cher si vous allez acheter un mobilier certifié FSC, mais il va durer. Et donc c'est ça aussi qu'il faut voir. Et je suis entièrement d'accord avec c'est ce déterminant-là qui va tout faire, qui est vraiment la clé. Et je vous disais, ma grand-mère avait... Alors c'était plus le côté anecdote, mais elle était couturière. C'est une expression qui retrouve du sens aujourd'hui. Et elle disait, mais on n'a pas les moyens d'acheter bon marché. Et je pense que c'est exactement ça. Je pense que nous, écologiquement, on n'a plus les moyens d'acheter bon marché. Il faut qu'on mette un petit peu plus pour avoir cette garantie derrière de préserver ces écosystèmes, tout en sachant qu'on va s'y retrouver aussi à la fin. Aujourd'hui, ces surcoûts éventuels qui sont générés par une gestion responsable de la forêt, et ça représente plusieurs millions d'euros, quelquefois au Congo, c'est énorme, Benoît Jobé-Duval, parce que ça implique du travail en plus. Ils sont amortis par qui, ces coûts ? Alors, c'est toute la difficulté sur la chaîne de valeur. Les chaînes de valeur sont très différentes en fonction des produits, sont très différentes en fonction des forêts dont on parle aussi également. Mais c'est un surcoût parce que pour une meilleure gestion des forêts, il faut mettre en place des choses. Vous disiez que c'était exigeant, donc c'est du travail en plus, donc des salariés en plus. Et ça a un coût. Et ça, il faut l'accepter. La question, c'est qui dans la chaîne de valeur va absorber ce coût? Est-ce que ça va être le consommateur? Malheureusement, le consommateur, n'accepte pas encore de payer plus cher. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui va l'absorber dans la chaîne de valeur. Est-ce que ça va être l'industriel? Est-ce que ça va être le forestier? Est-ce que ça va être le distributeur? Il faut que ça soit vous qui l'absorbiez. On n'a pas le choix. Parce que sinon, les distributeurs, les industriels ou les forestiers vont se retourner, vont dire c'est trop cher et ça ne m'apporte pas de bénéfice. Donc je vais arrêter. Alors moi je veux bien utiliser du bois et faire preuve de bon sens, et notamment en utilisant du bois local. Mais Julie, vous m'avez expliqué un truc, et moi je suis désolé, je découvre ces sujets, je tombe de très très haut. C'est que quand on cherche des essences de bois françaises, on ne les trouve pas forcément.
Alors effectivement, on ne les trouve pas forcément. Parfois, vous m'avez donné l'exemple d'architecte. Sur l'étiquette, l'essence, quand on a la chance qu'elle soit indiquée, c'est déjà une plus-value informative. Et la provenance, c'est quasiment jamais indiqué. Donc après, la question est de se dire, je veux consommer responsable, je veux consommer avec des garanties, mais en même temps, est-ce que j'ai les moyens de cette information? Et je dirais peut-être en réaction, et pour conforter aussi et partager complètement ce qui a été dit tout à l'heure, la question, c'est pas tellement est-ce qu'il faut payer plus cher ou est-ce que j'accepte de payer plus cher. Je veux dire, aujourd'hui, en matière d'agriculture nationale, les consommateurs ont tout à fait intégré, et ça s'est fait en 2-3 ans de temps, cette préoccupation de l'agriculture juste, en fait, et de payer le juste prix pour que les agriculteurs, les éleveurs aient de quoi vivre. Et en fait, sur les produits forestiers ou les produits agricoles qui peuvent causer de la déforestation, cette question n'est pas encore totalement arrivée dans les étals, en tout cas de nos supermarchés. Mais par contre, elle commence à arriver dans les préoccupations des consommateurs. Et c'est un vrai signal, c'est une vraie tendance lourde, je pense, et sur laquelle il faut focus vraiment... médiatique, il faut un focus, Exactement, il faut aussi une pression. Alors Emmanuel, c'est vous qui avez cet exemple, pardon. Redonnez-moi l'exemple du bois français qui part dans de lointaines contrées. Oui, en fait, j'avais travaillé avec des architectes justement sur une sensibilisation au bois légal et certifié il y a quelques années. Et ils m'expliquaient qu'ils se trouvaient confrontés à ce problème. Quand ils voulaient faire un bâtiment avec du bois local, en fait, ils ne le trouvaient pas, ce bois local. Et une partie partait notamment vers la Chine. Et donc, ils étaient eux aussi confrontés à un autre problème et qui rendait la chose complètement presque absurde. C'est que le bois était là, mais il n'était pas là. Enfin, il n'était plus là. Benoît Jobé-Duval, qu'est-ce que vous voulez dire peut-être en réaction à cette notion de prix et de prix juste pour le bois et notamment le bois des filières tropicales? Alors, effectivement, il faut accepter de payer le prix, mais il faut non seulement accepter de payer le prix, mais accepter de continuer à consommer un produit légal et un produit certifié. Il faut savoir que le poids du bois tropical en Europe, en France, bon, vous savez combien c'est? C'est 2-3% du marché. C'est plus rien. L'Europe ne pèse plus sur le bois tropical, sur le marché du bois tropical, non pas sur le tropical certifié ou pas certifié, elle ne pèse plus. Et donc, la valeur de la certification est en train d'être mise à mal parce que l'Europe ne pèse plus et que la certification en Asie n'est pas considérée, elle n'existe pas. Moi j'aurais envie de dire, acceptons le principe de consommer du bois tropical certifié, acceptons aussi d'en payer, si possible, le prix. Mais soutenons cette démarche qui est quand même très importante pour les pays et qui consiste ni plus ni moins qu'à donner de la valeur aux forêts tropicales. Le jour où les forêts tropicales n'ont plus de valeur, les États propriétaires de ces forêts tropicales, qu'est-ce qu'ils font? Ils les coupent. Ils commencent à les livrer en premier lieu à des acteurs beaucoup moins responsables, beaucoup moins conscients de leur valeur pour continuer éventuellement à les dégrader. On parle de quels acteurs? On parle de qui? Des acteurs asiatiques, par exemple, qui aujourd'hui sont jeunes sur le marché africain, n'ont pas encore saisi l'importance de certaines valeurs. Mais est-ce que les... Pardon. Et nous, on est en train d'essayer de les intégrer, de les raisonner, de construire quelque chose conjointement avec eux. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, sur les sociétés qui sont certifiées dans le bassin du Congo, combien il y en a d'européennes et combien il y en a d'asiatiques? C'est pas très compliqué. On va passer dans un instant à vos questions dans le public, n'hésitez pas. Juste, dernière question, Benoît, sur les États africains, est-ce qu'ils ont conscience que ces forêts-là, elles sont essentielles pour leur pays, pour l'écosystème, pour le climat du pays, pour les personnes qui y vivent? Est-ce qu'il y a une vraie responsabilité des États? Est-ce qu'il y a une prise de conscience au-delà des 20 prochaines années? Parce que j'ai l'impression qu'on réfléchit toujours à court terme sur ces questions. Bien sûr qu'ils en sont conscients.
Ils affichent régulièrement leur engagement vers la certification, vers la légalité. Sauf que, bon, parfois, vous avez des gens qui sont plus ou moins engagés, plus ou moins sérieux. On affronte aussi une énorme instabilité de certains pays, de certains ministères des eaux et forêts dans certains pays où les ministres changent tous les ans. Bon, c'est très compliqué. Politique, ouais. Stabilité du portefeuille des ministres. Ouais. D'accord. Je ne sais pas si c'est une stabilité politique, mais c'est une continuité des acteurs et des décideurs. C'est très compliqué. Mais oui, ils ont cette volonté et il faut les y encourager. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur comment on doit consommer? Est-ce qu'on doit changer nos modes de consommation? Est-ce qu'il y a certains produits qu'il faut bannir? Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit, par exemple, sur les étiquettes de nos produits, on doit voir apparaître des critères sur le bois, sa provenance, que ce soit l'emballage ou le bois qui a servi à la fabrication du produit? Ça n'existe pas encore, j'ai pas l'impression. Aurélien de FSC. Non, il y a des tentatives effectivement d'avoir des labels du type bois français, etc. Mais c'est très complexe parce que ce qui se passe, c'est qu'on a des forêts en France, mais on n'a pas forcément toute l'industrie pour traiter tous les types de produits qu'on veut avoir dans notre magasin. Donc c'est toute la difficulté des filières, et notamment sur les filières bois qui peuvent être finalement très longues, très éclatées. Donc ça prend peu en fait ça, mais c'est vrai que c'est assez regrettable parce que moi ce que j'ai tendance à dire c'est que FSC on est un outil, on n'est pas la panacée, il y a les États qui doivent prendre leur part du travail. Bon, c'est aussi pour ça qu'FSC a été créé devant le constat que les États avaient peut-être besoin de prendre un peu plus de part dans leur travail, et puis aussi sur le fait que peut-être que sur certains produits il faut pouvoir utiliser du tropical parce qu'ils ont des particularités, et sur d'autres ça va être français. Mais c'est vrai qu'on n'a pas cette possibilité forcément de bien voir les choses quand on est consommateur. Alors Julie, je sais que vous voulez nous dire quelque chose et je garde un peu de temps pour vous aussi pour la fin. Oui, en réaction? Oui, juste pour prendre un petit parallèle, chacun et chacune a dû constater depuis quelques mois maintenant que sur les produits alimentaires, on avait vu apparaître ce qu'on appelle le Nutri-Score, donc qui donne une échelle plus ou moins bonne pour la santé, plus ou moins bonne parce qu'avec plus ou moins de sucre, de graisse ou de sel, en fait, on ne s'est jamais posé la question, enfin, en tout cas nous on se pose la question, mais pour l'instant on n'a pas encore été entendu, de voir apparaître un Deforesto-Score ou une application qui permettrait de scanner un produit et de nous dire et de savoir quelle est la part qui peut être associée à la déforestation ou à l'exploitation légale, illégale, durable ou non durable du bois contenu dans un produit. Et pour nous, ce serait une des pistes sur lesquelles il serait intéressant que le consommateur puisse au moins obtenir de l'information, détenir le pouvoir de choisir en pleine conscience. Pour ça, il faut impliquer toute la chaîne derrière. Il faut que chacun fasse preuve de transparence. Vous avez une question, monsieur? Bonjour. Bonjour. Boris Patentreger, Envolver. Je revenais sur le sujet sur le prix, parce que je trouve toujours risqué de dire que les produits qui sont moins impactants sur l'environnement sont plus chers. Parce qu'il faut savoir aussi que souvent, les produits qui sont mauvais pour l'environnement sont moins chers, volontairement. Il y a notamment sur l'huile de palme qui est moins chère que l'huile d'olive. Le modèle industriel français qui favorise l'importation de soja, qui est grandement aidé par l'État français, donc avec des aides supplémentaires pour pouvoir continuer et perdurer, souvent pour exporter en plus du poulet à l'étranger. Les agrocarburants qui sont également aidés. Enfin bon, voilà, c'est un modèle qui se marche sur les pieds. Et souvent, on critique le bois et le papier. Et pourtant, c'est des secteurs qui sont ciblés depuis longtemps. Et notamment sur le papier, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un outil qui existe qui s'appelle Ecofolio. Il y a une écotaxe qui est payée à chaque tonne utilisée de papier. Et en fait, cette écotaxe, elle est éco-différenciée. Bon, c'est un peu un jargon technique, mais en gros, ça veut dire que c'est moins cher si jamais on utilise des produits qui sont durables. Donc en fait, ce serait une piste qu'on pourrait creuser pour pouvoir baisser un maximum le prix des produits durables via cette écotaxe obligatoire et payer le juste prix pour les produits qui sont non durables et qui impactent l'environnement, qui impactent notre environnement à long terme et qui ont donc un coût énorme sur l'environnement et des coûts qui ne sont pas financiers mais qui sont énormes d'un point de vue services rendus qui sont perdus. Voilà, donc moi je pense que la notion de prix, de surcoût, elle est vraiment complexe et on peut vraiment jouer là-dessus
sur surtout les produits qui sont les plus impactants et de très très loin, qui est le soja pour l'alimentation animale, notamment pour le poulet et l'élevage porcin, et l'huile de palme. Et l'huile de palme, beaucoup moins maintenant sur l'alimentaire. Hein. On parle toujours du Nutella, etc. Bon, on en consomme, il y en a toujours beaucoup dans le Nutella, mais la grande majorité, vous l'avez évoqué, et les chiffres parlent plutôt de 75%, c'est pour les agrocarburants, dans le diesel et dans l'essence, de plus en plus. Donc voilà, je pense que sur le prix, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Changer les critères liés au prix. Voilà, exactement. Vous voulez réagir par rapport à cette proposition ? Julie ? Oui, Julie non, Marceau on partage complètement. Effectivement, pour nous, il y a à la fois des questions de transparence, de traçabilité des flux qu'on doit pouvoir mieux contrôler. Et la question des leviers financiers, mais aussi fiscaux, est essentielle. Et ça fait partie de nos propositions pour améliorer un petit peu l'équilibre en fait et la balance, et qu'elle penche effectivement. Avoir des produits plus ou moins taxés selon. Tout à fait, des modulations de TVA par exemple. Sachez que par exemple l'huile de palme aujourd'hui elle est 2 fois moins taxée que toutes les autres huiles végétales, celles qu'on produit en France comme celles qu'on importe. Il y a peut-être une vraie question de cohérence là-dessus, quand on sait et que le gouvernement lui-même reconnaît que l'huile de palme est un facteur reconnu et très important de déforestation. Merci pour cette remarque. Madame, on va vous passer le micro. Hop. Bonjour. Juste une question sur la fiabilité du label FSC. Je crois que Greenpeace s'est retiré du label car ils ont constaté qu'il y avait du bois illégal importé en France qui a été labellisé FSC suite à des inventaires qui n'ont pas été faits de manière correcte. Aurélien Sautière. Merci pour cette question, c'est très bien parce qu'à chaque fois on me dit Greenpeace a quitté FSC, c'est faux. Je vais vous expliquer. Greenpeace International, l'entité Greenpeace International a quitté l'entité FSC International. Mais Greenpeace est totalement présent dans notre gouvernance. Greenpeace États-Unis, Greenpeace Canada, Greenpeace Nouvelle-Zélande sont adhérents à la fois à FSC Nouvelle-Zélande et à FSC International. Donc ils sont complètement partie prenante de FSC encore aujourd'hui. Donc attention à ces images qu'on a données suite au départ de l'entité Greenpeace International de l'entité FSC International. C'est très important ce que je dis, parce qu'ils sont complètement partie prenante dans la gouvernance. Après, l'entité Greenpeace International est partie de l'entité FSC International. Pourquoi ? Pas pour ce que vous dites, madame. C'est simplement qu'ils ont souhaité laisser le choix aux entités nationales de Greenpeace. Donc certaines entités de Greenpeace considèrent qu'il ne faut pas être dans le FSC pour des questions qui leur sont propres. Soit parce qu'ils considèrent que c'est toujours mieux d'être à l'extérieur ou d'être à l'intérieur. C'est finalement ça la question que se pose Greenpeace dans les différents pays. Et ils ont souhaité que les Greenpeace de chaque pays prennent ses propres décisions. Voilà ce qui s'est passé, mais ce n'est pas pour la raison que vous disiez. Et Greenpeace est bien totalement intégré dans la gouvernance de FSC et très fortement, je peux vous l'indiquer. Je ne sais pas ce que tu en penses, Benoît, sur ça. Benoît Jobé-Duval. Et on peut dire que si Greenpeace a un pied dedans et un pied dehors pour pouvoir mieux, on va dire, négocier et plus interagir, on a le WWF qui a les 2 pieds dans FSC quand même. Alors, par rapport à la fiabilité quand même du label FSC et également en réaction à une remarque du professeur Allais ce matin sur la qualité des audits. Il faut savoir que les sociétés FSC, en tout cas celles qui sont en Afrique, et je pense que celles qui sont ailleurs c'est pareil, elles sont sous le feu de la rampe. Dans les pays où elles sont, les ONG, l'observation indépendante, la société civile guettent le moindre faux pas de ces sociétés certifiées parce qu'elles savent qu'il y a du grain à moudre dès qu'il y aurait le moindre faux pas. Bon, des faux pas, il y en a toujours dans la vie de tous les jours, même les sociétés vertueuses parfois se trompent. Bon. Mais il faut savoir qu'on ne leur pardonne rien et que l'audit qui va venir en avertissant ou en avertissant pas, de toute façon, il est accompagné d'une enquête d'honorabilité ou comment est-ce qu'on dit. De toute façon, les auditeurs, au moindre article... Mais il y a bien des auditeurs qui viennent sur le site en forêt pour vérifier tout ça. Bien sûr, ah, oui, ils viennent. Et qui sont des gens qui sont spécialistes de ces questions. Bien sûr, mais de toute façon, le moindre article d'une ONG
négatif fait soulever des vagues de réactions. Et donc, les sociétés, elles ne peuvent pas se permettre n'importe quoi. Qu'il y ait des dérives. Emmanuel. Oui, il y avait quelques années, je ne sais plus le nom, mais il y avait un exploitant qui ne répondait plus aux critères FSC. Il avait perdu son label FSC et du coup, il a fallu qu'il se réengage à nouveau dans tout le processus pour pouvoir réacquérir le droit d'apposer le label FSC. Donc, on peut le perdre aussi. Donc, il y a vraiment, pour le coup, voilà, c'est pas un certificat de complaisance. Une dernière question. Une dernière question dans le public et puis après on va être obligé de se quitter. On pourra en parler pendant 2 heures, on est d'accord, mais il va falloir rentrer chez nous. En tout cas, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public sur vos consommations personnelles, sur besoin d'être accompagné, sur les produits que vous achetez? Oui, Aurélien? Je voulais juste, sur cette question du prix, bon, je suis complètement d'accord qu'effectivement, il n'y a pas que ce critère-là. Effectivement, il faut en fait toute une pédagogie. Je ne vais pas parler d'éducation, mais ça peut être aussi par l'éducation. Et d'ailleurs, ce qu'on fait là, aujourd'hui, pour moi, c'est génial, en fait. C'est-à-dire qu'enfin, on commence à parler de forêt dans cette société et qu'on ne parle pas que de bouffe. C'est super de parler de bouffe. C'est bien, notre santé, c'est très important, notre petite santé personnelle. Mais les forêts, c'est la santé collective, en fait. Et qu'enfin, on arrive à en parler ensemble. Là, moi, j'ai eu des débats assez impressionnants tous les jours sur plein de sujets, mais on a réussi à en parler collectivement et je crois qu'il y a une petite graine qui a été semée. Donc, c'est pas pour faire le faillot, mais je voulais quand même dire merci à Maison du Monde pour ça, parce que ça m'épate juste en fait ce qu'on a fait pendant ces 2 jours. C'est un tout début, c'est une toute petite graine. On continue, à mon avis, à travailler et à débattre. Je crois qu'on n'aura pas de solution. Les gens qui arrivent en disant c'est noir, c'est blanc, là on l'a pas entendu aujourd'hui ou très peu. Et ça fait du bien. Le tout, c'est d'échanger, de discuter et avec tous les représentants de la filière, les associations, les entreprises, les acteurs et vous aussi, bien sûr, puisque vous êtes au centre de ces débats, les consommateurs. Plus de questions a priori? Une dernière? Non? Non? Terminé? Merci. Juste le mot de la fin. Qu'est-ce que vous aimeriez dire pour conclure sur ces enjeux? Julie, je sais que vous vouliez parler de la Guyane parce que très rapidement, faire un zoom sur la Guyane. Oui, juste rappeler qu'en France, on a 16 millions d'hectares de forêt en métropole. On en a 9,5 quasiment en Outre-mer, dont presque 9 en Guyane. Qu'il faut être très attentif à ce qui se déroule actuellement au niveau politique sur la Guyane, sur les projets que l'on voudrait peut-être imposer de Paris à la Guyane. Ces projets, malheureusement, ils ont un point commun souvent, c'est qu'ils se font au détriment de la forêt, que ce soit leur paillage, que ce soit le développement de la culture, de l'agriculture, avec des subventions assez importantes à la défriche agricole, que ce soit les projets de développement d'usines pour chauffer on ne sait quoi, d'ailleurs, avec du bois. Voilà, il y a un vrai enjeu à s'intéresser à cette question. Les Outre-mer sont en général souvent absents des débats, que ce soit sur les forêts ou sur d'autres milieux. Il est important que de la métropole, on n'oublie pas que la forêt tropicale, c'est certes celle des grands bassins que sont le bassin amazonien, le bassin du Congo et le bassin sud-est asiatique, mais c'est aussi des forêts françaises. Ce sont des hotspots de biodiversité et c'est important de les avoir toujours en tête. Vigilance sur la Guyane. Emmanuel, qu'est-ce que vous aimeriez dire peut-être aux personnes qui sont ici? Non, mais juste reprendre ce qui a été brièvement évoqué. C'est vrai que les forêts tropicales, ça paraît souvent lointain à tout le monde, mais qu'elles nous sont essentielles à tous, parce que c'est aussi elles qui régulent le climat, et que sans elles, voilà, en fait, la déforestation, en particulier en zone tropicale, est justement un des moteurs de ce dérèglement climatique et qu'il est vraiment très important de les préserver et qu'il ne faut pas aussi oublier que quasiment un quart de la population mondiale, ce qui est quand même pas négligeable, dépend de près ou de loin de ces ressources forestières pour survivre. Aurélien de FSC, mot de la fin, le bois, il faut continuer parce que ça vaut mieux que le plastique quand même. Mais c'est donner de la valeur à la forêt pour qu'elle puisse continuer à exister face au soja et à d'autres produits. Il faut qu'elle ait de la valeur, cette forêt, hein, pas que économique, mais aussi sociale, environnementale.
Donc voilà, c'est ça. Et puis encore, j'insiste lourdement dessus, on peut jouer que collectivement, on n'a pas le choix, sinon on va droit dans le mur, personne n'a une solution. Les solutions, elles se font ensemble, collectivement, en discutant tous. Faisons vivre ça, avançons. Discuter, ça ne veut pas dire avancer. J'entendais votre point tout à l'heure, ça ne veut pas dire se bloquer. Nous, on arrive à FSC à continuer à avancer tout en discutant. Bien sûr. Je parle juste de la vitesse. Mais il faut prendre le temps. Et ça va vite si les acteurs veulent s'y mettre, en fait. Ouais. C'est ça. Il faut aussi... les outils sont en place, il faut les prendre. Ils sont là, les outils. On les a. Il faut une volonté maintenant. Benoît Jobé-Duval, le mot de la fin. N'oublions pas que derrière une filière comme celle des bois tropicaux, qu'il faut soutenir comme on soutient la filière des produits bio ou la filière des produits responsables, il y a des gens, il y a des populations qui sont fixées sur ces sites, qui sont fixées de génération en génération, qui aiment leur travail et qui, dans leur immense majorité, sont honnêtes et dépendent de ce produit. Merci à tous les quatre, je vous demande de les applaudir. Merci vraiment pour cette table ronde. J'espère qu'on vous a appris plein de choses. Moi, j'en ai appris plein au cours de ces derniers jours. Merci aussi à toutes les équipes techniques. Je vous demande de les applaudir parce qu'ils font un boulot monstrueux depuis 2 jours. Ceux qui filment, ceux qui sont au son à la régie vidéo derrière et à toute l'organisation de cet événement, aux arbres. C'est la toute première édition. Je crois que ça va en appeler bien d'autres. Bravo aussi à la Fondation Maison du Monde qui a vraiment préparé cet événement. Vous pouvez les applaudir parce qu'il y a une équipe de jeunes qui est mobilisée derrière. Voilà. Belle soirée. On va se quitter avec 2 petits films. Le premier, il est de FSC, un petit clip d'1 minute 30. Et le deuxième, il est de France Nature Environnement. Et je vous invite vraiment à aller découvrir les sites aussi de la TIBT parce qu'ils font des choses. Et à aller lire les livres d'Emmanuel Grandman. Il y en a plein juste derrière et pourra peut-être en signer quelques-uns. Bonne soirée à tous. Merci.